Dans le dernier roman de Sorge Chalandon, Le jour d'avant, un père agriculteur tente de dissuader son fils Joseph d'entrer à la mine. Il lui promet la silicose, le charbon dans les poumons, il le tense. Et tu sais quoi, Jojo? Personne ne la reconnaîtra, ta maladie. À la visite médicale, devine ce que les médecins conseillent aux mineurs qui toussent. D'arrêter de fumer. Ils trafiquent leur bilan de santé. Et si le gars meurt, il faut prouver que c'était la silicose. Il faut le déterrer, il faut l'autopsier, il faut l'emmerder une dernière fois pour que ses poumons dégueulent la vérité. Tout ça pour que les houillères acceptent de payer 3 francs de pension à sa veuve. On en est là aujourd'hui. On en est là aujourd'hui pour les troubles psychiques. On en est là pour les silicosés du cerveau. Ce Joseph, aujourd'hui, c'est David, un copain du foot, qui s'est retrouvé chez moi un jour complètement défait, abattu, après 18 ans de carrière chez Lidl comme directeur. Il me dit « Jamais j'aurais pensé tomber aussi bas, avoir des psychiatres, des psychologues. » Et il conclut comme ça. Mais ce que je n'ai toujours pas compris, c'est cette difficulté à me faire reconnaître en maladie professionnelle, pour que ce soit Lidl qui paye. Tous les médecins m'ont dit « Ne vous lancez pas là-dedans, c'est hors tableau. » Et mon avocate, pareil. Donc aujourd'hui, se faire reconnaître, c'est mission quasi impossible. Et c'est ce dont confirmé tous les syndicalistes interrogés, tous les avocats en droit du travail auditionnés, c'est un véritable parcours du combattant, une impasse, un dédale. Une impasse dont les statistiques témoignent. On a là le dernier rapport de la Caisse nationale d'assurance maladie qui vient de paraître, qui est consacré là aux affections psychiques liées au travail. On se félicite à l'intérieur que le nombre de cas reconnus a été multiplié par 7 en 5 ans. Soit, mais pour parvenir à combien? À 596. Or, de combien de troubles mentaux liés au travail parlons-nous? Quelques centaines de milliers de cas par an. Quelques centaines de milliers de cas par an. Voilà l'ordre de grandeur. Lorsqu'on avance cette évaluation auprès de tous les experts, de l'INSERM, de la Caisse d'assurance maladie, de l'INVS, tout s'approuve, tout s'opine du chef. On est dans ces eaux-là, quelques centaines de milliers de cas par an, à comparer aux 596 reconnus. C'est un chiffre, ce sont des chiffres dérisoires. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le psychiatre, membre de l'Académie nationale de médecine et qui a rendu un rapport sur le burn-out, le psychiatre Patrick Légeron. Lui, il voit un paradoxe extraordinaire. D'un côté, l'Organisation mondiale de la santé qui pointe le stress au travail comme première cause de risque chez les travailleurs. Et de l'autre, une absence de tout trouble psychique dans notre tableau des maladies professionnelles. Il considère, je le cite, ce décalage inacceptable et il déclare que pour lui, la reconnaissance des maladies mentales liées au travail est absolument nécessaire. Sur l'écran qui est derrière moi, il y a écrit que nous voulons la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle. Je tiens à cette précision, ce n'est pas ce que nous demandons. Nous demandons la reconnaissance des troubles psychiques comme maladie professionnelle, et c'est bien ce qui est présent dans la proposition de loi. Qu'est-ce que nous souhaitons mettre au tableau? Nous souhaitons mettre au tableau la dépression lourde, le stress post-traumatique, l'anxiété généralisée qui sont induits par l'épuisement professionnel. Ce sont des maladies qui sont répertoriées, qui sont nommées, qui sont classées et qui sont parfaitement connues des psychiatres. Et c'est bien ces troubles psychiques que nous voulons inscrire au tableau. Que vise notre proposition? Qu'est-ce qu'elle améliorerait? Alors, elle améliorerait un remboursement à 100% pour la personne qui est victime. Elle permettrait une rente qui serait nettement supérieure au RSA. Surtout, ça serait un coût en moins pour la société parce qu'aujourd'hui, c'est la Caisse nationale d'assurance maladie qui supporte ce coût. Et la ministre de la Santé elle-même, Agnès Buzyn, s'en inquiète puisqu'elle déclare « Jusqu'à quand l'assurance maladie palliera-t-elle les déficiences du management ?» Ce sont plusieurs milliards d'euros par an. Mais ce n'est pas là ce qu'on vise, qui devrait être à la charge du pollueur des cerveaux, en l'occurrence de l'employeur. Mais notre proposition, elle vise au-delà. Elle va au-delà des questions budgétaires. Notre proposition vise la prévention. Dans Les désordres du travail, l'économiste de la santé Philippe Ashkenazi a parfaitement démontré que la sanction est une prévention. Il montre qu'aux États-Unis, au tournant des années 2000, on a eu une baisse d'un tiers à peu près des accidents du travail et des maladies professionnelles. Et pas par hasard, parce que ça a été taxé, parce qu'il y a eu un bonus-malus d'instaurer et parce que ça a coûté aux entreprises, ça a fait baisser leur taux de profit de 2%. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu une réalité dans les bilans comptables, c'est devenu une réalité dans la tête des dirigeants qui se sont mis d'un seul coup, et pas par hasard, à la responsabilisation.
Aujourd'hui, en France, les risques psychosociaux ne coûtent rien aux entreprises. Ils n'existent donc pas. C'est tellement tabou dans les entreprises aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Flore Crépin, elle-même directrice des ressources humaines, passée par la grande distribution, par un centre d'appel, par l'industrie, et elle poursuit. C'est le sujet interdit. Nous, en tant que RH, on n'a même pas le droit de prononcer le mot stress. C'est pour ça que quand je vois le manque d'engagement réel des directions, je me dis, à part mettre en place des sanctions financières lourdes, je ne vois pas ce qui pourrait motiver les boîtes. Et voilà qui les motiverait en effet. Elles payeront pour les dépressions graves qu'elles engendrent, elles payeront pour les troubles psychiques liés au travail, elles l'inscriront dans la colonne coût de leur bilan comptable. Et j'y réclamerai qu'il en soit de même dans les services publics, dans les hôpitaux, dans les commissariats, que la part variable du salaire des directeurs soit calée sur cet indice de mal-être. Ce langage des chiffres, toutes les directions le comprennent. C'est le plus efficace des stimulateurs, de quoi convertir et fort rapidement à la prévention. En attendant, même les drames ne changent rien. Et moi, qui ai 18 années à mon compteur d'enquête dans le monde du travail comme journaliste, c'est ma surprise dans ce dossier, c'est que même le plus terrible des actes, le suicide, ne bouleverse aucunement les habitudes managériales. Citons David, qui est analyste risque à la Caisse d'épargne Côte d'Azur. Il dit « Avant moi, il y a une mère de famille, une directrice d'agence qui s'est jetée sous un train. Elle a laissé une lettre très explicite, courrier très clair sur les mauvaises manières managériales de la Caisse d'épargne. Il y a eu un deuxième suicide, c'était un responsable d'un centre d'appel. Et enfin, l'année dernière, il me dit, en pleine plénière des résultats, il y a un contrôleur de gestion, 46 ans, dont on savait qu'il était surmené, qui a fait un AVC en pleine fête parce que la direction avait loué un château dans le Var pour fêter ses excellents résultats. Un hélicoptère est arrivé, les pompiers ont tenté d'intervenir, mais il y avait quand même eu un décès. Mais il me dit, mais surtout, après ça, je me suis dit, après cet événement tragique, il va y avoir une remise en cause, il va y avoir une crise de conscience. Eh bien, au contraire, il me dit, notre direction en a profité pour faire un ETP-1, pour supprimer un poste. Et dans son cas, à lui, après tous ces événements tragiques, quand David va voir sa direction parce qu'il est au bord du craquage, qu'est-ce qu'on lui conseille? On lui dit, il n'y a pas de mal à se faire aider par des antidépresseurs. Voilà le management en place. Puis, quand il commence à craquer, vous n'allez pas me faire un RPS, un risque psychosocial, sinon je vous vire d'ici. Ce management mortifère peut avancer tel un rouleau compresseur aveugle. Il n'est pas puni, il n'est pas sanctionné, il ne paye pas le prix des hommes qui l'écrasent. Et mieux même, il jouit la complicité des pouvoirs publics, au moins par la passivité, par le silence, par l'inaction. Maître Ducrot, avocat au barreau de Lille, rapporte cette anecdote. Monsieur Boitard s'est suicidé en 2013 et il avait laissé un témoignage très explicite sur la Caisse d'épargne. J'ai relancé plus d'une fois le parquet. Le président du tribunal de grande instance m'a rappelé « On est vraiment désolé, on n'est pas traité ». Que signifie ce bref récit? Que l'impunité est validée par la justice elle-même, que ce sujet, la société ne le prend pas au sérieux, quand bien même se déroulent dans le huis clos des entreprises de véritables crimes managériaux. Au Lidl de Rousset, pendant 1 an, des syndicalistes, des cadres ont frappé à la porte de l'inspection du travail, de la médecine du travail, en vain. Ils ont tenté d'alerter sur un management fou, sur la pression subie, sur les dépressions en Syrie, sur l'AVC du précédent directeur, sur les audits, contre-audits, évaluations, humiliations. Personne, aucun tiers ne s'est interposé. Jusqu'au 29 mai 2015, jusqu'au suicide de Yannick Sansonetti, retrouvé pendu dans la chambre froide de l'entrepôt. Et qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a changé d'après les témoins? Rien. Le directeur régional ne fut même pas licencié, seulement déplacé. Il est parti manager ailleurs, et je le dis, c'est un danger pour la société. Ni lui ni un autre dirigeant Lidl ne fut placé en garde à vue, menottes au poignet, en détention provisoire. 3 ans après les faits, personne n'est mis en examen. Les crimes managériaux sont d'office amnistiés. Alors la reconnaissance, elle a cette vertu-là aussi. C'est une valeur symbolique, c'est un signal d'alarme qu'on tire, c'est une alerte adressée aux directions d'entreprise, mais également au pouvoir public, que cette question soit désormais prise à bras le corps, et pas qu'avec de la sensibilisation, pas qu'avec une danse du ventre. Comment on a pris en charge la sécurité routière? Comment on est passé de 18 000 morts à 3 000 morts, et même si c'est 3 600 morts de trop aujourd'hui sur les routes de France? Ce n'est pas seulement en faisant des câlins aux chauffards, c'est aussi en instaurant des amendes, c'est en instaurant la peur du gendarme, des radars, c'est en mettant en place des sanctions avec éventuellement un passage devant le tribunal et des peines de prison. Eh bien, si on veut
qu'on divise aussi par 6 le nombre de troubles psychiques liés au travail, il faudra aussi en passer par la sanction et la reconnaissance. Elle ne prétend pas être la panacée, elle est juste un point de départ. Mais comment lutter collectivement, efficacement contre un mal qui n'est même pas nommé dans la Bible des maladies professionnelles, dans le plus officiel des documents? C'est pour ça que je vous demande de remédier dès aujourd'hui à ce que le psychiatre Patrick Légeron appelle un décalage inacceptable. Je vous remercie.